Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 35e épisode de la saison 7 de Vue du banc. Après avoir parlé de la qualification du Paris Saint-Germain lors de l'émission précédente, on va cette fois s'attarder sur deux matchs qui se sont disputés tout récemment, il y a quelques minutes, entre Manchester City et Dortmund et entre Liverpool et le Real Madrid. On parlera aussi des demi-finales de la Ligue des Champions. Je suis évidemment accompagné de Christophe Cuchely. Salut Christophe. Salut mon cher Raphaël. De Florent Tenuti. Salut Flo. Salut Raphaël, salut à tous. Et de Taiga, mon chien, dont vous entendrez peut-être les bruits de pattes en ce début d'épisode parce qu'elle a l'air d'avoir la bougeotte. Donc je m'excuse. De pattes, hein. Oui, de pattes, oui. Ouais. J'ai dit quoi? Non, t'as dit de pattes, oui. Mais bon. Pourquoi qu'est-ce qu'il faudra que je dise? Non, tu parlais d'autre chose juste avant, ça commençait par un P. Ah ok, on en est là. Passons à autre chose, j'ai même été surpris par ta mémoire, Flo. Passons donc à la Ligue des Champions et on va commencer par Dortmund City, le match que Christophe avait identifié déjà à l'aller, qu'il a vu au retour. Victoire 2-1 de Manchester City grâce notamment à un but salvateur de Phil Foden à la 75e minute. Christophe, que peut-on dire de ce match? Est-ce que, déjà première question qui va être dans le thème de City en Ligue des Champions, est-ce que City est passé tout près de se saborder une fois de plus? Déjà, on peut dire que ce match était au niveau de ce début d'émission, c'est-à-dire un petit peu étonnant, un petit peu décevant. Après, proche de l'élimination, en fait, ça dépend. C'est-à-dire, si tu prends... Est-ce que ce match a atteint le stade anal plus vite que l'émission? Alors non, mais en fait, proche de l'élimination, techniquement, oui, si tu te dis que pendant 40 minutes, ce qui est quand même 40% d'un match de foot, City est dehors, avec le but de Bellingham à la 15e, jusqu'à l'égalisation de Mahrez sur penalty à la 55e, en plus le penalty qui sort un peu de nulle part, c'est pas une action construite, c'est Emre Can qui défend avec le bras en avant, donc du coup ça fait main, même si la touche de la tête avant ça fait main quand même. Mais maintenant, si tu regardes le rapport de force, on va dire que le but est à la 15e, Dortmund joue bien au foot, en tout cas est embêtant pour City pendant une vingtaine de minutes, et ensuite City a la main mise sur le match, et en fait, c'est le fait que City fasse un peu n'importe quoi avec le ballon qui fait que le but tarde à venir. Une fois qu'il est marqué, où Dortmund doit marquer un but pour aller en prolongation, 2 pour se qualifier, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de frayeur, et mine de rien, c'est la 55e, donc là aussi, on est à 60 et quelques pourcents de la durée du match, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une partie où City ne tremble pas, et le but de Foden assure ça. Mais à ce moment-là, tu sens déjà que Dortmund a un petit peu abandonné. Mais c'est vrai qu'à la mi-temps, tu peux te dire, si ça continue comme ça, comment est-ce que City va marquer? Est-ce que City va pas se prendre une transition de Haaland ou autre? Parce que tu avais du mal à voir, même s'il y a eu des temps forts à partir de la 30e, tu as quand même des situations, quelques occasions, 2 sauvetages sur la ligne de Dortmund, mais t'avais pas d'impression de, tu as l'équipe à 70% de possession qui gère parfaitement son truc, quoi. Ça restait quand même un City dont tu savais pas trop quelle était exactement l'idée de jeu. Florent, toi qui as switché entre les deux rencontres, qu'est-ce que tu gardes des minutes que tu as vues de ce Dortmund City? Comme le disait Christophe, une très bonne entame de Dortmund qui avec ses forces et ses limites a voulu jouer au ballon et ressortir proprement de son camp, et plusieurs fois ils ont réussi à... Alors je sais pas si on peut parler si on peut dire qu'ils ont réussi à déjouer le pressing, parce que ce que mettait City dans le camp adverse n'était pas non plus une pression gigantesque, en tout cas sur les séquences de sortie de balle de Dortmund. À la perte de balle, c'était autre chose, et ça s'est accentué au fil des minutes, surtout après le but marqué par Bellingham. Mais comme le disait Christophe, sur les 15-20 premières minutes, c'est vraiment Dortmund qui a raison dans ce match, avec leur envie de sortir correctement le ballon de leur moitié de terrain, et leur défense finalement plutôt solide et qui concède assez peu. Et c'est vrai que il y a c'est-à-dire un chiffre simple là, au quart d'heure de jeu, au moment où Bellingham ouvre le score, en termes de tirs, on est à 5 tirs à 1 pour Dortmund. Et ensuite, ça va basculer de l'autre côté, puisque sur les 70-75 minutes restantes, on est à 16 tirs à 5 en faveur de Manchester City. Donc ils ont vraiment réussi à inverser le rapport de force. C'est d'abord passé par un contre-pressing beaucoup plus efficace, et c'est de là qu'est venu
pas mal de situations pour Manchester City dans la deuxième partie de la première mi-temps, avec notamment le tir sur la barre de Bruyne, qui est consécutif à un ballon qui va récupérer lui-même, je crois, dans les pieds de Morey, il me semble, le latéral droit. Et après, c'est vrai que, comme le disait Christophe, on rentre dans une situation à partir de la 20-25e minute où c'est domination City et t'attends pas forcément l'inéluctable, mais tu te dis que City est vraiment rentré dans son match au bout de ces 20 minutes-là, et que ça allait devenir très compliqué pour Dortmund. Et d'ailleurs, derrière, il y a 5 tirs, certes, mais aucun tir cadré, et vraiment, quasiment pas de situation pour Dortmund pour revenir. Donc ensuite, c'est on attend le premier but, et c'est vrai que le fait que ce soit débloqué quand même par une action un peu donnée, ça peut laisser des regrets à Dortmund, d'autant plus qu'ils ont des regrets à l'aller, puisqu'ils donnent, Chan donne aussi le premier but, avec une paire de balles au milieu de terrain. Donc c'était pas sa double confrontation pour le coup au milieu de terrain allemand. Mais globalement, une victoire évidemment logique de City, mais Dortmund qui n'a vraiment pas démérité, qui j'imagine doit donner quelques idées au PSG pour la demi-finale. Avant qu'on se concentre un peu plus sur City, dont on parlera aussi en prévision de la demi-finale, Christophe, est-ce qu'on peut résumer ou définir un peu ce Dortmund, qui a été une équipe qu'à chaque fois on a trouvé là un peu par hasard dans cette compétition, et qui passe finalement à une demi-heure, on va dire, à une demi-heure réussie d'être en demi-finale. C'est une équipe un peu particulière, j'en ai parlé aujourd'hui avec une connaissance, et en fait il y a des séquences qui sont très positives, d'autres où tu te dis que veut faire cette équipe, il y a des matchs de championnat où ils mettent des scores et d'autres où ils sont complètement ridicules. C'est un quart de finaliste un peu, je sais pas, indéfinissable, quelque part, et c'est pour ça que quand même je te charge cette mission, de nous parler un peu plus de Dortmund, parce que tu es assez bon pour le faire. Oui, bah déjà, on parle d'une équipe dont on va dire les deux ailiers droits, enfin les deux joueurs du couloir droit, si tu considères que donc c'était un 4-3-3 et que Bellingham, qui faisait partie des trois du milieu, était axe droit, mais globalement voilà, ça restait assez axial. Le latéral, c'est Mateu Morey. Voilà, ce n'est pas Thomas Meunier, même Thomas Meunier c'est pas incroyable, mais Mateu Morey c'est un peu un nobody à l'échelle du foot européen. Il a 21 ans, il a une quinzaine de matchs en Bundesliga dans sa carrière, quinzaine de matchs pro, donc bon, c'est bien qu'il soit là, et parfois il est capable de faire de bonnes choses, mais tu sens quand même que le mec n'est pas forcément programmé, en tout cas à ce stade de sa carrière, pour se retrouver là. D'ailleurs, défensivement c'était assez compliqué, même si, comme je disais, il sauve notamment une balle sur la ligne, mais parfois, j'ai l'impression que ces sauvetages, en fait, c'était plus pour rattraper ses propres erreurs qu'autre chose, et l'ailier, qui dans l'absolu jouait quand même sans ballon assez souvent en bas, c'est-à-dire par certains moments ça rappelait ce qu'avait fait Valverde à l'aller face à Liverpool, ou non, c'est pas face à Liverpool, c'était face au Barça dans le Classico, où le mec était lié mais en fait se retrouvait à moitié latéral, histoire de défendre tous les couloirs de jeu, etc. Là t'avais Morey qui pouvait se recentrer, défendre le demi-espace, et donc l'ailier Knauf, lui pareil, c'est même encore pire que Morey sur le côté récent, dans le sens où il a 19 ans et que c'est un joueur de la réserve qui a 60 minutes de Bundesliga dans sa carrière. Donc c'est-à-dire que rien que ça, tu peux... Alors il n'y a pas que ça, hein, mais tu peux avoir le meilleur des plans de jeu du monde. Tu arrives quand même face à Manchester City avec Mateu Morey, Knauf, mais tu as aussi, avec tout le respect que j'ai pour lui, Marvin Hitz dans les buts, qui est au départ le deuxième gardien et qui, je pense, est plus un mec préprogrammé pour jouer le milieu de tableau en Bundesliga qu'autre chose. Daoud, qui est un bon joueur de Bundesliga, mais pareil pour moi c'est plutôt du joueur Ligue Europa. Bellingham, qui est je crois qu'il vient d'avoir 18 ans, mais qui est encore extrêmement jeune, même si à l'aller-retour, je pense que c'est le meilleur joueur de Dortmund. Enfin voilà, t'as beaucoup de mecs qui sont... je pense, tu reprends tout le tirage, hein, tu reprends la phase de groupe avec Bruges, Lazio, Zenit, si je dis pas de bêtises, et ensuite la qualification face à Séville, une équipe de Séville qui est pas incroyable depuis quelques mois. Je pense que cette équipe a profité de certaines circonstances pour se retrouver là, et que déjà individuellement c'est compliqué. Donc c'est-à-dire que si tu veux passer, il faut vraiment avoir un plan de jeu béton, et que Haaland te sauve un peu. Je pense que déjà Haaland, si c'est le Norvégien que tu as eu face à City, si tu l'as face à Séville, je pense que tu sors et qu'il n'y a absolument pas photo. Contre Séville, il est énorme, donc du coup il te permet de te qualifier. Là, j'ai l'impression qu'il est totalement cramé. Et est-ce que si t'as le Haaland de Séville, contre City, tu passes ? Oui, je pense, contre ce City-là, je pense, parce que City n'a pas été très bon sur l'aller et sur le retour. Là, Haaland est peut-être sur un record négatif de 7 matchs sans marquer.
Oui, alors qu'il a quand même joué Gibraltar avec sa sélection, qu'il a joué, je crois que c'était Francfort où il y a eu l'avalanche de buts. Enfin voilà, il a eu pas mal de matchs où les autres marquaient et où tu avais des défenses qui pouvaient être poreuses en face et où il n'a pas su saisir l'occasion. Donc c'est vrai que là-dessus, tu peux avoir une forme de déception, même si encore une fois City le savait et a essayé de bien le tenir. Mais pour revenir sur le côté un peu irrégulier, je pense que l'identité des joueurs fait que c'est plus difficile d'être régulier quand tes joueurs ne sont pas encore définis et ne sont pas encore des produits finis, ou alors sont un petit peu au-dessus de leur niveau moyen, un petit peu hors de leur bocal. Et le deuxième truc, c'est que j'ai l'impression que cette équipe s'adapte plus qu'autre chose depuis qu'Edin Terzic est là. Et on va dire que même sur genre contre le Leipzig au retour, je trouvais que ce qui était fait était assez intéressant, mais t'as deux mi-temps totalement différentes et cette équipe est parfois capable de presser, ou en tout cas soit de presser, soit d'avoir un bloc médian assez agressif, donc ce qui est pas du pressing dans l'absolu, mais en tout cas qui met sous pression certains défenseurs de temps en temps, qui ne va pas subir avec les blocs médians passifs qui reculent, qui se retrouvent en bloc bas. Donc là-dessus c'est assez intéressant. Et puis un quart d'heure après, elle va totalement arrêter de faire ça et elle va se contenter de défendre, d'essayer de jouer les transitions. Déjà face à Séville, on en avait parlé ici, c'était assez criant et tu savais pas pourquoi, parce que le bloc bas n'amenait pas trop de transitions. Donc pourquoi est-ce qu'ils arrêtaient d'être agressifs au milieu de terrain, tu sais pas. Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'à la limite que t'aies des limites sans ballon, je veux bien, enfin avec ballon je veux bien, mais sans ballon, on va dire d'un quart d'heure à l'autre, ça peut être tout et son contraire. Et je pense que cette adaptation et ce manque d'identité se paye aussi parce que c'est jamais totalement la même chose d'un match sur l'autre et même d'une mi-temps sur l'autre. Est-ce que est-ce que je suis passé près de réussir mon pari Marco Reus buteur? Je crois pas, j'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir non plus. Je sais pas s'il a tiré au but, je vais le retrouver. Il a tenté une fois sa chance, Raphaël. Et je crois qu'il est sur une situation. Angle fermé en première mi-temps. Mais voilà. Donc j'avais plus de chances de réussir le pari Vinicius buteur, qui a quand même raté une énorme occasion. Enfin raté. Qui a eu une énorme occasion. Oui. Pas mis. Ouais, juste pour préciser que j'ai raté mes deux paris, je le fais avant qu'on m'attaque dessus, comme ça évacue le sujet. Flo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce match? Peut-être parler de Phil Foden, qui a été à nouveau très bon, parler d'une autre individualité, parler du plan de jeu de City, qui était qui est pas dans le moment le plus clair de sa saison en termes de plan de jeu en tout cas. Entre ce qu'ils ont fait contre Leeds et là. Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai été marqué par le volume de Bellingham. Que j'ai très peu vu moi cette saison parce que j'ai très peu vu Dortmund, donc je sais pas si c'est une habitude ou pas, mais pour un 2003 il me semble. Oui, et qui n'a pas encore eu 18 ans, c'est dans 2 mois, Christophe. Au-delà de son but marqué, il y a une activité quasi tout terrain on va dire, puisque là il jouait, c'était lui parmi les 3 milieux qui jouait le plus haut sur le terrain, qui revenait se replacer dans le milieu pour former une ligne de 5 en phase défensive, et qu'on a vu en plus dans la surface faire des interventions assez décisives, puisque c'est lui notamment qui sauve sur la ligne face à Mahrez, je crois, en première mi-temps. C'est lui qui vient couper la trajectoire. Donc une activité vraiment dans les 3 tiers, on va dire, du terrain, s'il faut le découper comme ça. Et vu que je ne connaissais pas le joueur, ça m'a assez marqué sur la période. Au-delà du but marqué, vraiment une activité très intéressante. Et du coup, un joueur qu'il faudra que j'apprenne à connaître. D'ailleurs, Flo, 2 choses sur ça. La première, alors bon, tu regardais d'un œil, donc je vais pas te demander une analyse ultra précise, mais j'ai l'impression qu'on le voit surtout en première. Alors en deuxième, oui, tout le monde souffre, et le fait qu'il prenne son jaune à la 39e, qui est d'ailleurs le seul carton du match, si je dis pas de bêtises, ouais. J'ai l'impression que ça l'a un petit peu freiné, parce qu'il fait tellement tout à l'énergie que, alors c'est pas comme Casemiro qui dose vraiment ses fautes, etc., qui calcule un peu. Lui, j'ai l'impression qu'en fait, à tout moment, il peut prendre un carton ou alors ne pas faire faute. Enfin, c'est toujours un peu limite, en fait. Et je pense que ça l'a un petit peu bridé sur ses interventions parce qu'il va souvent, genre l'épaule en avant ou autre. Et c'est vrai que selon comment ça tourne, il peut essayer de prendre le carton. Et deuxième chose, je sais pas si t'as remarqué, c'est qu'il est ultra expressif. Après beaucoup de choses d'ailleurs. C'est-à-dire que le sauvetage sur la ligne derrière, il lance un peu le point en avant comme ça. Il le fait assez régulièrement en fait. Le sauvetage, le tacle, une action de ses partenaires. Un côté, je sais pas si on peut dire showman ou autre, mais en tout cas qui semble pas du tout introverti sur un terrain. Et c'est assez intéressant pour un mec de 17 ans. Et je pense que c'est ça aussi. Parce que moi je l'ai vu, alors pas toutes les semaines, mais plus que toi.
je voyais ces qualités-là, mais pas au niveau qu'il a montré sur l'aller-retour. Sur l'aller-retour, on est sur un joueur qui passe un cap et qui... Enfin voilà, on est toujours sur les 17-18 ans avec ce qu'on disait il y a quelques mois sur Camavinga. Là, c'est un style différent, même si bon, il est capable de faire des passes vers l'avant, etc. Mais l'abattage, le volume de jeu, le QI foot, le QI positionnel, il y a un vrai terreau intéressant pour la suite. J'ai presque envie de le mettre sur un chemin Arturo-Vidalien, de par cet abattage, en fait, cette capacité à être présent et actif dans les trois zones du terrain. Et l'aspect expressif. Et l'aspect expressif en plus. Il manque la crête encore. Mais ouais, non, il y a vraiment quelque chose chez lui. Et en plus, pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, la majorité de ses actions défensives, justement, c'est pendant la première mi-temps. En deuxième, je crois qu'il fait ses 3 tacles ou 2 tacles en première mi-temps. En deuxième, il n'en fait pas. Idem pour des interventions, des passes contrées ou des tirs contrés. Donc il y a aussi ça. Après, il y a peut-être eu la fatigue aussi qui rentre en ligne de compte, mais le carton aussi a peut-être joué, comme tu le disais. Dans les joueurs expressifs, celui que j'aime bien, c'est Ferland Mendy. Parce qu'à chaque fois qu'il parle avec un arbitre ou un joueur ou qu'il se passe quelque chose, il sourit derrière, avec une joie assez enfantine. Il a l'air assez sympa. C'est un truc que j'avais remarqué à l'époque où il jouait à Lyon. Voilà. Et j'ai l'impression que tu le dis très souvent. Oui, c'est vrai que j'en parle souvent et j'espère qu'un jour on pourra parler à Ferland Mendy, qu'on lui posera la question de d'où vient cette joie systématique quand il se passe quelque chose sur le terrain. Non, mais c'est bien d'avoir des joueurs un peu expressifs parfois pour un peu communiquer l'émotion et voir que ce qui m'étonne toujours chez des joueurs, c'est qu'ils sont capables de en même temps disputer un quart de finale de Ligue des Champions et de pouvoir enregistrer ce qui se passe émotionnellement. Alors il y a des mecs qui sont hyper renfermés. Genre Erling Haaland, je sais pas s'il a déjà montré une émotion sur un terrain à part la colère de marquer un but. Je vois colérique de marquer un but. Oui, voilà, c'est ou ça. De fêter un but, parce que quand il prend le partenaire qui marque, tu te dis heureusement. Il va le tuer. Oui, il va le tuer. Faut pas que ça soit Buonanotte, l'ancien Argentin qui fait 1m59 ou d'autres, parce que ça peut mal finir. Flo, toi qui es assez client de catch, est-ce que ça aurait pas fait un excellent personnage de catch, Erling Haaland? Si, il y a... Alors si tu veux rentrer directement dans des digressions, il y avait un catcheur qui était très grand, qui s'appelait Festus. Festus Ezeli, l'ancien pivot des Warriors. Non, c'était pas Festus Ezeli, mais en gros il était dans une tag team et c'était quelqu'un qui était dans un état catatonique jusqu'à ce que la cloche qui est censée déclencher le match sonne. Une fois que la cloche sonne, il devient fou, généralement il massacrait tout le monde. Et lorsque la cloche ressonnait à la fin du combat, il repassait dans un état comateux, catatonique. Donc Haaland pourrait avoir ce gimmick, par exemple. Voilà. Ce qui pose la question de qui seraient les meilleurs footballeurs en tant que catcheur. Et là, on fera ça. je sais que c'est pas le sujet du soir, mais j'ai très envie d'avoir cette discussion un jour. Mais on l'aura un jour. Oui, c'est vrai que Florent, fallait pas lancer l'idée. Je pense qu'on l'aura très rapidement. Non, dans une prochaine FAQ peut-être. Tu nous feras un top 5, Flo. Ouais, c'est vrai, sur Twitch on pourra faire ça. Repassons au foot. Du coup, Flo a parlé surtout de Dortmund. Christophe, parlons des individualités de City, avant de conclure sur ce match et de passer à l'autre du soir. Est-ce qu'on garde Foden qui marque ce but, ou t'as senti quand même un énorme soulagement chez tout le staff et tous les joueurs de City, parce qu'il y a une course pour aller vers Guardiola, genre c'est bon, on y va, ça y est, on va pas revivre le même scénario que les années précédentes. Est-ce que c'est Kevin De Bruyne dans ce rôle de faux neuf qui tape la barre sur une frappe surpuissante avec Kevin De Bruyne? Est-ce que c'est Mahrez qui marque le penalty que jusque-là les équipes de Guardiola avaient tendance à rater en Ligue des Champions? Parce que c'est aussi une des possibles chronies, c'est Mahrez qui rate ce péno, et que se passe-t-il derrière? Quel tournant ou quel nom t'a plu ce soir? Alors, donc tu fais bien de dire t'as plu ce soir, parce que jusque-là t'avais posé la question des individualités et j'allais partir sur les individualités qui m'ont énervé. Donc du coup l'individualité qui m'a plu c'est Foden. Alors je pense écrire sur lui dans le prochain banquet européen sur Coparena, parce que et ça en fait on en discutait, on se faisait un live endiablé avec Julien Maumont pendant la rencontre, pendant que toi tu étais absent. C'est qu'en fait Foden, contrairement à beaucoup de joueurs de City, notamment Bernardo qui a tendance, alors j'adore Bernardo, mais il a tendance à tripoter un peu parfois, et ce soir il fait pas les bons choix. Sur que Bernardo faisait partie
de la ligne d'attaque. Enfin voilà, il y avait pas de vrai numéro 9 côté City, parce que tu n'as pas donné les compos, mais voilà, c'était du Mahrez, du Bernardo, du Foden avec De Bruyne qui pouvait permuter avec Bernardo, mais voilà, t'avais pas d'attaquant point de référence comme Agüero ou Jesus, et Foden à l'inverse, il fait toujours ce que le jeu demande, il joue en une touche, il essaye d'aller vers l'avant. Il a, mine de rien, quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il a l'explosivité aussi, parce que en ce moment, je voyais des vieux matchs de Busquets ou autres, et je vais pas dire que c'est facile, mais tu en trouves des joueurs, notamment reculés, qui ont cette volonté de toujours remettre en une touche, etc. D'ailleurs, Rodri, il est un petit peu côté City, sauf que Foden est capable de faire ça, c'est un peu cette lucidité qu'ont les joueurs plus bas sur le terrain, mais il a aussi la capacité d'élimination, qui là le rapprocherait plus d'un Sterling ou autre de joueurs sur le plan offensif qui vont être capables d'aller fixer, d'aller jouer en 1 contre 1. Et c'est vrai que j'avais eu une discussion sur Twitter, je sais plus quand, mais bon, il y a pas si longtemps que ça, avec des gens où je me semble que je disais que c'était Bernardo, le mec le plus polyvalent de City, parce qu'il pouvait jouer à pas mal de postes, et non, c'est Ferran Torres, j'avais dit qu'il pouvait en gros jouer 10 en pointe sur les 2 ailes, etc. Voire même, pourquoi pas, un petit peu plus tard, sur la position de 8, mais qui peut être un peu les faux 10, façon De Bruyne, David Silva à l'époque, et on m'avait dit, mais Phil Foden quand même, j'étais pas totalement convaincu, mais en fait, au plus j'y pense, au plus je me dis que Phil Foden peut être pertinent si tu prends 6 positions, genre les 2 ailes, la pointe, 10, et même un cran plus bas dans une équipe qui a la possession, et c'est vrai que sur ce match-là, déjà, c'est assez intéressant que ce soit lui qui marque le but, qui vraiment entérine tout ça, parce que j'ai l'impression que beaucoup de joueurs de City, même quand ils n'ont pas vécu les échecs précédents, semblent porter un petit peu le poids du passé sur leurs épaules, ce qui est assez étonnant, mais vraiment à l'aller comme au retour, certaines erreurs individuelles, des passes ratées, etc., tu te dis ça c'est... il y a vraiment une espèce de poids psychologique qu'il faut réussir à dépasser des échecs en quart de finale, et je pense que peut-être que les années suivantes, ce sera un peu comme Paris cette année, où une fois que tu t'es débloqué, c'est bon, t'as plus un peu cet aspect malédiction. Ça c'est le premier truc, et ça vient d'un mec assez frais, assez jeune, et où d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, en tout cas tu vois la vraie progression d'un joueur qui devient très complet, et où en fait l'interrogation que j'ai, c'est est-ce que, sachant que je pense que ça sera beaucoup lié à l'avenir de Guardiola à City, parce que si Guardiola part, ça sera sans doute pas un projet aussi axé sur la polyvalence, avec beaucoup de dépassements de fonctions, etc., si c'est un autre entraîneur. Mais en fait je me demande qu'est-ce que sera l'avenir de Phil Foden. Est-ce que ce sera un truc où justement il va continuer à flotter un petit peu selon ce que le jeu demande et selon la position de ses partenaires pour le restant de ses jours, pour au moins les 10 prochaines années? Est-ce qu'il va changer de poste chaque semaine? Ou alors est-ce que tu vas l'installer à un endroit, mais où? Parce que je ne sais pas quel est le meilleur poste de Phil Foden, mais pour de bonnes raisons. Parce que quasiment à chaque fois où je le vois, je me dis, mais en fait il est super bon côté gauche. Mais en fait quand il a pas vraiment de poste, qu'il va un peu partout, c'est très bien. Mais une espèce de 10, c'est bien aussi. Même en faux 9, il a fait le job. On se souvient de l'an dernier quand il était en numéro 9, alors c'était plutôt dans une unité de pressing, mais voilà, il faisait beaucoup de choses, donc vraiment très très intéressant, et joueur qui peut marquer l'Angleterre, je pense. Alors je sais pas s'il va faire des émules, parce que c'est plus difficile de suivre ce profil-là que de suivre le profil Lampard, Gerrard, qui a inspiré beaucoup de joueurs, les Barkley, les Loftus-Cheek, les Mason Mount, etc. Mais c'est vrai que c'est rare, c'est plutôt des profils espagnols ou autres, et c'est bien que ça vienne d'un jeune anglais. Et ouais, je suis vraiment très enthousiaste, très hypé, et très content que ce soit lui qui soit décisif ce soir. Il a souvent été décisif dans des gros matchs cette saison, j'ai l'impression. Foden. Oui, alors j'ai plus tout en tête, mais effectivement c'est un peu ça que je sous-entendais sur l'idée que ce soit lui, une part de symbole, plus que Mahrez, qui a raté aussi des penalties dans sa carrière important avec City. J'ai l'impression que Foden n'est pas forcément... qu'il n'est pas inhibé en fait, qu'il a un peu le bon côté de la fraîcheur de la jeunesse, qui vient pour tout casser, et puis qui sait tout casser et se surpasser dans les grands matchs. Sur le plan collectif, est-ce que Guardiola a trop réfléchi, trop pensé? Est-ce qu'il est resté dans ses certitudes? C'était un peu aussi la question à l'approche de ce match, même si Dortmund a peut-être moins de variables menaçantes que d'autres équipes. Mais l'OL n'en avait pas non plus énormément l'été dernier, et pourtant City avait changé beaucoup de choses.
Qu'as-tu pensé de l'approche choisie par Guardiola et son staff, Christophe, sur ce match finalement remporté? Bah alors, il y a deux choses. La première, c'est que je ne comprends pas certains choix individuels de ne pas jouer les situations, d'aller systématiquement s'enfermer au poteau de corner, etc. Et autant les passes ratées, une passe ratée, c'est une passe ratée, et là, tu peux mettre ça sur le compte de la pression quand ce sont des joueurs qui les réussissent tout le temps. Autant là, il y avait un côté systématique dans le fait d'aller s'enfermer vers le poteau de corner, même quand tu avais des 2 contre 2 à jouer, etc. Où je me posais la question de savoir est-ce qu'on n'est pas sur vraiment un plan de jeu préparé où limite tu refuses quasiment sciemment de jouer ton action pour vraiment calmer le tempo, alors que pour moi le truc le plus pertinent c'était de la jouer parce que tu risquais pas forcément la transition, mais en tout cas c'était tellement ça que je me dis non, les joueurs ont pas perdu tous 10 points de QI foot, genre De Bruyne il peut attaquer son défenseur, il laisse sortir la balle en touche par exemple, alors c'est bien, tu gagnes 10 secondes mais c'était genre la 65e. Pourquoi faire ça? Il y a pas mal de situations comme ça où c'était tellement systématique que je me suis demandé est-ce que, au-delà du déchet technique, la lecture tactique de la situation sur le plan individuel est défaillante pour tout le monde, ou est-ce que il y a un côté où Guardiola leur a demandé de pas forcément tout jouer si le score est favorable et d'aller un peu s'enfermer, jouer des 1 contre 2, obtenir des touches, etc. Entre guillemets casser le jeu avec des phases arrêtées. Donc ça c'est la première chose et je ne sais pas estimer, mais en tout cas ça m'a frappé parce que c'est vraiment pas habituel avec les joueurs de City. Et la deuxième chose, pas développer non plus pendant une demi-heure, mais sur le plan systémique, simplement dire que donc là les deux ailiers, enfin les deux latéraux étaient Zinchenko à gauche et Kyle Walker à droite, et que l'ami Cancelo qui a pas révolutionné le foot, mais qui est l'une des innovations, en tout cas des interprétations du poste de latéral les plus intéressantes depuis un petit moment, qui joue toujours à l'intérieur pour créer le surnombre. Là en fait Cancelo était sur le banc, alors je ne sais pas pourquoi, mais forme, est-ce que en gros il aurait été suspendu en demi-finale aller s'il avait pris un jaune, est-ce que ça a joué, je ne sais pas, mais bon, avec Kyle Walker on connaît. La petite surprise c'est que Zinchenko, donc qui joue à gauche, Cancelo peut jouer indifféremment à droite et à gauche, donc du coup on va dire le surnombre du latéral qui s'insère au milieu peut venir de la droite ou la gauche selon la position de Cancelo. Tu te dis, c'est difficile d'imaginer Walker faire ça. En revanche, Zinchenko, qui a une formation de milieu créateur, milieu offensif, qui d'ailleurs joue plus haut sur cette position axiale avec l'Ukraine, tu te dis, lui va effectivement faire ça, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faisait il y a quelques saisons, alors un peu moins que Cancelo, mais en tout cas il y avait cette volonté de rentrer à l'intérieur, comme Delph le faisait, quand Delph était aligné latéral gauche aussi, lui qui était également un milieu. Et là, non, pas du tout. Zinchenko est resté ultra écarté, ce sont les ailés qui repiquaient, à la limite pourquoi pas, mais le truc c'est que Zinchenko a passé beaucoup de temps à balancer des centres. Pourquoi est-ce que tu balances des centres pour la tête de Mahrez, De Bruyne et Bernardo Silva, je sais pas trop. Surtout que c'était pas des centres enroulés rentrants comme Cancelo, là c'était plus sortant, où la défense avait le temps de se replacer et qui s'écartait du gardien, donc c'est même pas s'il est pas touché ça peut rentrer machin. Donc très étonnant, et en fait j'ai pas compris parce que c'était tout le truc de Guardiola de mettre un mec de plus à l'intérieur sur une position plus basse, et là les joueurs à l'intérieur c'était sur une position plus haute, et cette ligne, je dis latéraux, mais en fait quand tu as souvent la balle, les mecs sont sur des positions assez hautes, à hauteur de tes milieux, Zinchenko et Walker étaient assez écartés, ça n'a rien apporté, et ça a contribué au fait que finalement quand t'avais la balle, t'as du mal à toucher les gens intérieurs, parce que finalement en relais t'avais un peu Rodri, un peu Gundo, mais leur passe et leur projection n'étaient pas super intéressantes. Et au final, il y avait un petit côté attaquant U, malgré tout, qui était assez étonnant, assez gênant. Et là, c'est vraiment un parti pris de Guardiola de maintenir ses latéraux excentrés. Donc je sais pas quelle est la raison. Ça n'a pas fonctionné, mais bon, City se qualifie. Mais en tout cas, on peut effectivement dire qu'il y a eu un côté... je sais pas si c'est Guardiola veut réinventer la roue, etc. Parce que la réinvention de la roue, c'est plus de trop penser peut-être et de mettre Cancelo au milieu dès le départ. Là, finalement, il a joué comme beaucoup d'équipes jouent. Mais en tout cas, il y a une forme de, je sais pas si on peut dire trahison, se renier ou autre, mais en tout cas de changement par rapport au plan de jeu qui était en vigueur sur la série de, je ne sais plus, 25 victoires en 27 matchs ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et ça m'incite pas, ça me fait pas être ultra optimiste pour la demi-finale, parce que j'ai l'impression que tu passes, pas sur un malentendu, mais parce que l'adversaire est relativement abordable et qu'il fallait vraiment te saborder et vraiment pas être bon pour être éliminé sur un aller-retour quand tu as de tels joueurs face à ce Dortmund-là. Tu t'as évoqué la demi-finale, autant passer tout de suite, et puis après on parlera de Liverpool-Real et de la demi-finale Chelsea-Real Madrid qui nous attend.
Florent, une première question pour introduire cette demi-finale entre les Parisiens et les Citizens. Est-ce que si t'es Guardiola et si t'es supporter de Manchester City, tu aurais préféré jouer le Bayern plutôt que jouer au PSG? C'est pas simple. C'est pas simple. Est-ce que tu aurais préféré jouer le Bayern sans Lewandowski ou le PSG? Non, je pense que je pense vraiment qu'ils auraient préféré jouer le Bayern. Pour une raison simple, c'est que l'approche radicale du Bayern et l'absence de joueurs aussi forts sur les transitions attaques rapides comme Neymar et Mbappé, je pense que Guardiola est plus enclin à se faire des nœuds au cerveau par rapport à cette situation-là et au fait d'affronter Paris qu'au fait d'affronter le Bayern, parce que en gros, avec l'approche du Bayern, il se serait dit ça va quand même nous donner des situations en attaque rapide. Là, Paris, tu sais pas forcément ce qu'ils vont te laisser. Par contre, tu sais ce qu'ils risquent de te faire, parce que le jeu de City, c'est d'aller les chercher. Enfin, c'est d'aller chercher assez haut, de presser aussi pas mal, mais moins bien que le Bayern. J'ai l'impression en fait que City fait un peu tout moins bien que le Bayern sur cette deuxième partie de saison. Et du coup, Paris se retrouve face à un adversaire plutôt abordable, vu ce qu'ils ont montré contre le Bayern. Évidemment, après, il s'agira de réitérer la même performance. Mais je vois pas, en fait, dans le jeu de City, de grosses qualités, une fois que Paris a sorti le Bayern, qui me fait dire, ouais, contre City, ils auront plus de mal parce que il y a ça ou il y a ça. Mais ça rend le match très intéressant parce que Guardiola, je pense, n'a pas affronté d'équipe aussi forte sur attaque rapide depuis qu'il était justement au Bayern de Munich et qu'il avait croisé la MSN en face. Christophe, est-ce que ce que City ne fait mieux que le Bayern, ce serait pas quand même le jeu intérieur? Même si ça s'est pas vu sur cette rencontre, parce que tu parlais d'attaquant U sur ce match, mais on avait regretté que le Bayern se limite à beaucoup de renversements contre le PSG. On peut espérer quand même que City aille embêter le PSG entre les lignes et surtout dans les zones Paredes, Verratti ou Gaï. En tout cas, je salue Taïga qui fait beaucoup de bruit, ton chien en arrière-plan, et qui t'oblige à chaque fois à vite couper les micros après chaque intervention. Ouais, en fait, oui, il y a forcément plus de qualité dans le jeu intérieur, ne serait-ce que parce que tu as cette volonté d'avoir la supériorité, alors que le Bayern, c'est tout de suite, Kimmich, Goretzka, Korian, Goretzka qui se projette. Et ensuite, je vais pas dire qu'il y a un trou, mais Müller vagabonde un peu, fait le troubadour un peu plus haut sur le terrain. Il est un peu partout et nulle part à la fois. Il réapparaît vraiment dans la surface, dans les 20 derniers mètres. Mais c'est plus sur du geste qu'un truc qui va t'assurer une vraie domination dans ce secteur-là. Parce qu'encore une fois, t'as souvent que 2 joueurs. Donc, ce sont 2 très très bons joueurs. Mais si t'en perds un, ou s'il y en a un qui est un peu moins bon, etc. Et d'ailleurs, on l'a vu, Kimmich était souvent obligé d'allonger, il n'y a pas forcément beaucoup de capacité à combiner. Là, c'est sûr que City va pouvoir combiner, et qui dit combinaison, s'il y a cette possibilité de le faire, dit a priori possibilité de presser à la perte sans mettre trop d'intensité, parce que c'est, je pense, l'une des vraies histoires de ces quarts de finale de Ligue des Champions, de cette saison de Ligue des Champions, mais j'ai l'impression encore plus de ces quarts de finale retour de Ligue des Champions en sortie de trêve internationale, avec beaucoup de clubs qui jouent des choses importantes. Je veux dire, là j'ai en télévision la rediffusion de Liverpool-Real. Le Real a joué un Classico, le Real joue le titre. Liverpool vise quand même du coup la qualification pour la Ligue des Champions via un hypothétique top 4. Dortmund jouait des matchs importants pour là aussi un top 4, alors qui ont été perdus, et du coup la qualification pour la prochaine Ligue des Champions s'avère assez compliquée. Paris joue une qualification en Ligue des Champions et un titre. Donc voilà, tout le monde ne peut pas, à part City, en gros, tout le monde quasiment est obligé de mettre la grosse équipe le week-end, et j'ai l'impression vraiment que la répétition des matchs pèse, et que c'est très difficile de faire des courses à haute intensité de plus de 7-8 mètres. Et du coup, le fait que t'aies plus de jeux intérieurs, des combinaisons avec des joueurs assez rapprochés, si tu perds le ballon, t'auras pas besoin de faire... tout le monde sera à proximité du mec qui la récupère, et du coup, tu peux espérer faire un truc, alors peut-être pas de façon aussi radicale, mais qui se rapprochait un petit peu de ce qu'a fait le Barça au match retour au Parc des Princes, à savoir, t'as 7 mecs qui sont dans les 35 mètres adverses, et finalement, tu peux un peu tuer les transitions dans l'œuf, en te disant, de toute façon, celles qu'on va concéder, elles seront dangereuses,
Donc qu'on les concède à 2 contre 2 sur 60 mètres ou à 3 contre 3 sur 40 mètres, dans tous les cas, elles seront compliquées à jouer. Donc autant mettre vraiment beaucoup de monde dans le camp adverse et vraiment s'assurer de tout couper à la source. City aura sans doute cette faculté-là sans devoir mettre l'intensité, parce qu'encore une fois, je reviens sur ça, hein, mais j'ai l'impression que tous ces matchs-là se jouent en x0,8 par rapport à ceux d'il y a quelques saisons, et que les joueurs ont vraiment beaucoup de mal à courir. Là, je trouve que Liverpool court beaucoup plus qu'à l'aller, mais ça reste inférieur au Liverpool d'il y a quelques saisons. Donc là-dessus, effectivement, City, ça peut offrir la possibilité de moins souffrir en transition, alors que le Bayern, court beaucoup moins que la saison dernière, et ça se voit, et ça les expose, les Bavarois, beaucoup plus sur les transitions adverses. Maintenant, sur tout le reste, je rejoins Florent. Je vois pas, par exemple, le joueur est bon, hein, mais Ruben Dias être capable de faire ce qu'a fait Lucas Hernandez au match retour, par exemple. Je vois pas des individualités défensives. Walker va essayer de challenger Mbappé à la course, super, mais je veux dire, à part ça, ça va être compliqué. Il faudra vraiment que tu aies, pour City, je pense, 75% de possession, 70% de possession, et surtout être très bon sur les 30% restants. Parce que sinon Neymar, Mbappé vont te gagner le match. Est-ce que tu penses que Ederson va sauver des occasions? Ederson qui pourrait être dans un top catcher, je ne sais pas. Là, il fait un genre de bel arrêt, mais en fait non, sur la frappe de Bellingham. C'est-à-dire que la frappe est bien placée. Son arrêt lui permet de vraiment l'envoyer en lucarne. Enfin, le fait qu'il touche la balle, mais bon, c'est pas un arrêt. Mais c'est vrai que Ederson, c'est vraiment le joueur on va dire, défensif, bas sur le terrain, 100% en Guardiola, c'est-à-dire qu'avec ballon c'est bien, sans ballon c'est plus compliqué, et il n'y a pas énormément de gros arrêts, j'ai l'impression, d'Ederson depuis quelques mois. Donc pareil, si tu prends les gardiens encore en lice, Mendy, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop sollicité, et s'il est assez neuf à ce niveau de compétition, donc pour moi c'est une forme d'incertitude. Mais Courtois, Ederson, Navas, clairement Ederson est, je pense, très loin des autres. Et quand on sait que les matchs de Ligue des Champions se gagnent souvent dans les deux surfaces, si City a 6 occasions à 2, c'est pas dit que City perde pas le match de 0. Ouais, c'est entendu. Toi, tu te ferais quel nœud au cerveau, Flo, si par contre t'étais Mauricio Pochettino et que tu devais affronter ce City-là? Parce qu'on dit tout souvent que Guardiola se fait des nœuds au cerveau, mais non, il doit en créer aussi chez ses adversaires. Quelle sera la grosse difficulté à gérer pour Paris? Parce qu'on a parlé dans l'émission d'hier surtout des problèmes que ça pourrait créer pour City, mais dans l'autre sens, même si tu disais que ça pouvait ressembler au Bayern, est-ce qu'il y a quand même des joueurs, des mécanismes qui peuvent embêter le PSG? Le jeu intérieur que vient d'évoquer Christophe, c'est-à-dire être à la fois capable de contrôler au mieux le jeu intérieur, et c'est vrai qu'avec un milieu à 2, est-ce que, même avec 2 lignes de 4 très resserrées, est-ce que tu peux vraiment contrôler le jeu intérieur de City? C'est une question qui peut se poser, même si avec des joueurs qui ont le volume de Gay par exemple, ça peut t'aider. Donc à voir s'il va pas vouloir renforcer cette deuxième ligne, ce qu'a fait Dortmund. Et finalement, Dortmund, pendant une partie de la rencontre, en début de partie notamment, il concède quasiment rien sur ces situations-là. En revanche, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire la capacité à contrôler les approches de City, et comme le disait Christophe, la capacité à sortir rapidement de cette pression-là, et quels sont les joueurs qui vont à la fois revenir défendre et qui vont être capables d'exploser du bloc pour ressortir en transition et éviter le contre-pressing adverse. C'est-à-dire, est-ce que tu vas demander à un Neymar de jouer plus bas, de revenir défendre encore plus bas que ce qu'il avait pu faire sur certaines séquences? La capacité à sortir de la pression rapidement une fois le ballon récupéré, et la capacité à fermer l'axe, même si c'est vrai que City sur les côtés a des joueurs de percussion qui font de meilleurs choix généralement que les deux du Bayern qui étaient sur le terrain. Mais c'est vrai que si t'envoies le jeu sur les côtés, tu souffriras moins sur les centres que ce que tu aurais pu souffrir face au Bayern Munich, et ta charnière devrait être encore une fois dominante. Mais voilà, réussir à fermer l'intérieur, à couper, à isoler des De Bruyne et à couper les liaisons vers les De Bruyne, les Bernardo, les Gundogan notamment, qui jouent intérieur, et ensuite savoir ressortir correctement. C'est surtout là que ça va se passer de toute façon pour Paris. C'est éviter que City réussisse à trouver un rythme et des circulations de balles qui lui permettent de trouver
créer des espaces et de trouver des espaces dans le dos de la défense notamment. En tout cas, Flo, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'on peut du coup oublier Danilo en défense centrale. Je pense vraiment que l'adversaire n'est pas propice pour qu'on ait cette adaptation, sauf vraiment cas extrême. Mais si vous êtes Guardiola, vous avez pas envie de mettre un vrai avant-centre quand vous avez vu ce qu'a fait le PSG contre un Bayern sans grand neuf? Vous avez pas envie de sortir Agüero ou Jesus, enfin surtout Agüero, juste au moins pour 30 minutes? Parce que, en fait, le truc, c'est que la dynamique d'Agüero sur les derniers mois, elle est quasi nulle, en fait. Enfin, nulle, je dis pas qu'il est nul, mais il ne joue quasiment plus, j'ai l'impression. Oui, non, il est physiquement, il a 40 ans, il a commencé à 16 ans en pro, hein, Agüero, voire même 15, je crois, c'est le premier match à Independiente. Donc, il y a un peu le syndrome Fabregas, malheureusement, pour lui. Je pense que l'humain est cramé. J'ai un quiz sauvage pour vous. Est-ce que vous vous rappelez de qui Agüero remplace en 8e de finale de Coupe du Monde 2018 contre la France? Il n'est pas titulaire, il entre en jeu à la place d'un autre Argentin. Gaëtan? Non. Ça doit être un des Argentins improbables de cette équipe. Le pire, c'est que vous avez fait le quiz il y a 3 semaines, je crois. C'est ça, c'est Enzo Pérez qui est titulaire contre la France et Agüero rentre à 3-2 ou 4-2 pour la France. Et il marque le dernier but. Il marque le dernier but et il y a une énorme occasion pour l'Argentine. Oui, c'est vrai. Le tout dernier ballon du match qui est complètement effacé par l'histoire qui a suivi, mais qui aurait pu être un moment dramatique pour l'histoire du football français. À noter que je dis Gaëtan en pensant à Pérez. Je pensais milieu de Benfica et je sais pas pourquoi j'ai dit le mauvais. Quelles sont les qualités d'Enzo Pérez? Il est argentin. Ah, ouais. C'est comme être un gardien argentin. La qualité des gardiens argentins, c'est d'être argentin. Et de vouloir aller dans les buts. C'est ça. Qui veut aller dans les buts aujourd'hui? Bah, je suis dispo. Ah, ok, bah, vas-y. Fais ta carrière internationale. Bon, on exagère un peu, mais c'est vrai que l'Argentine n'a pas eu beaucoup de grands gardiens ces dernières années. Non, mais j'y pensais parce que vous avez parlé d'Agüero et quand j'ai vu le changement l'autre jour, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que Sampaoli, il avait fait quand même des trucs assez fous, entre Dybala qui joue pas parce qu'il est soi-disant incompatible avec Messi et Agüero qui passe une bonne partie de la Coupe du Monde sur le banc. Voilà pour cette digression qui n'était pas forcément très intéressante. PSG City, donc on aura l'occasion d'en reparler, à moins que vous ayez encore quelque chose à évoquer sur cette rencontre, cette future demi-finale. Non, c'est bon. Mais sinon, on peut passer à quelque chose qui est peut-être encore moins intéressant que mes digressions, Flo. C'est le Liverpool-Real 0-0, qui aurait pu être quand même un peu plus stimulant si Liverpool avait mis une de ses nombreuses occasions en première période. Et puis après, ça s'est éteint. Ouais. On va juste se poser la question de à quoi Liverpool doit cette bonne première période. Je vais essayer de te laisser répondre à ça. J'ai suivi le match en étant moins investi émotionnellement pour éviter justement de subir la déception. Donc j'ai pas paniqué sur les nombreuses occasions ratées de Liverpool. Je me disais que cette saison de toute façon était perdue. Comment ça se fait finalement que Liverpool ait été beaucoup mieux qu'au match aller sur, je sais pas, 30 minutes, 40 minutes? Après, concrètement, si on reprend ce qu'on avait dit après le match aller, on s'était un peu tous mis d'accord pour dire que Liverpool n'avait quasiment pas joué le match aller. Là, ils ont au moins essayé de le jouer, c'est déjà pas mal. Ils ont mis un peu plus d'intensité avec le ballon. C'était un jeu un peu plus direct. Ils ont notamment appuyé pas mal sur le côté gauche en début de partie parce que Zidane avait décidé de s'adapter et de mettre Valverde latéral plutôt qu'un véritable spécialiste. Et c'est vrai que Valverde sur la gestion de certains longs ballons, c'était un peu compliqué. On sentait qu'il avait pas l'habitude du poste, tout simplement. Bon, finalement, ils ont réussi à rectifier et Odriozola est rentré en fin de match pour prendre le poste et replacer Valverde au milieu. Mais oui, bon, après ils ont mis donc un petit peu plus d'allant, un petit peu plus d'intensité. Milner a apporté un peu plus d'énergie aussi au milieu de terrain. Au bon souvenir de sa Ligue des Champions folle il y a quelques saisons quand il était un des tacleurs les plus fous et je crois même un des meilleurs passeurs après sur coup de pied arrêté de la compétition. Mais il avait même été le meilleur passeur de la compétition avec une dizaine de passes décisives, il me semble. Et c'est vrai que finalement la première mi-temps est très frustrante quand t'es supporter des Reds. Je te laisserai la main après, Raphaël. Parce que il y a ce raté dès la première minute de Salah qui tire sur Courtois. Derrière, il y a la grosse frappe de Milner. Je sais pas si elle est cadrée, mais l'arrêt de Courtois est quand même assez fou parce qu'il va la chercher à une hauteur assez impressionnante. Et en fait, j'ai presque eu l'impression que avec ces deux arrêts-là, Courtois est un petit peu rentré dans la tête des mecs de Liverpool. Alors ça fait très Charles Bietri, mais j'ai eu l'impression qu'ils ont tellement forcé ensuite leur frappe.
Je sais pas ce que t'en penses, Raphaël. Mais est-ce que Courtois ne tire pas son sang-froid de cette passion pour la pêche? C'est une référence à un podcast de Coparena, donc je vous invite à aller sur Coparena, parce que c'est vrai que Charles Bietri trouvait toujours des raisons aux qualités mentales, physiques ou techniques des joueurs. Non, mais pour être honnête, j'ai raté les 4 premières minutes du match, donc j'ai raté l'occasion de Salah dont tu parles. Ouais. C'est un face-à-face, hein. C'est la grosse occasion de Liverpool dans le match. Ce qui m'aurait sans doute donné envie de crever. Oui. Derrière, Liverpool a eu d'autres occasions où d'ailleurs Salah a eu quelques ballons dans la surface où il a tendance à tergiverser, à lui faire 2-3 touches de la semelle avant de frapper, et entre-temps 3 joueurs se sont mis sur la trajectoire de frappe. Ça c'était un peu frustrant, mais on a revu. Je pense que déjà le choix de Milner titulaire symbolise un peu le plan de jeu de Klopp. Oui, il a apporté une énergie. Il y a dans une émission à laquelle j'ai participé il y a quelques heures maintenant, quelques jours, c'était hier, sur l'Olympique Lyonnais, on a parlé évidemment de Maxence Cacré, en concluant que rien que le fait d'aligner Cacré permettait à l'OL de jouer plus haut, d'être plus agressif et d'aller chercher plus haut l'adversaire dans le camp adverse, parce que lui est un joueur qui va défendre en avançant autant que possible. Et en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la titularisation de Milner. Son énergie a un petit peu tiré Liverpool vers le haut dans un domaine où ils étaient vraiment au fond du seau la semaine dernière, parce qu'en termes d'intensité, ça avait été assez catastrophique de leur part. Et rien que ça, ouais, ça a un petit peu lancé le match de Liverpool, avec en plus l'occasion qui arrive très vite. Il y avait une petite étincelle, quoi, mais c'est vrai que derrière, il y avait pas assez, pour poursuivre la métaphore, il y avait pas assez d'essence pour vraiment que ça s'enflamme et retrouver un gros match. Mais là, on va revenir sur les limites physiques, d'un côté comme de l'autre, qui se sont vraiment vues ensuite en deuxième mi-temps. Après, la force aussi du Liverpool de Klopp, c'était souvent dans ces matchs-là d'avoir des temps forts qui payaient et qui permettaient ensuite, après, avec le public dans le field aussi, de créer des vagues tactiques et psychologiques, qui d'ailleurs avaient fait couler plusieurs clubs. On peut parler de City, on peut parler du Barça, qui avait complètement plié sous ce truc-là. Et c'est vrai que non seulement là, tu ne mets pas tes occasions qui peuvent créer cette vague-là, et t'as pas du tout rien que le flow du public qui peut aussi y participer. Donc c'est vrai que ça te faisait 2 variables que là tu n'as pas eu, mais le choix de Milner était quand même un message. Et d'ailleurs, ça ressemblait au milieu à Henderson près de la Ligue des Champions 2018. Donc quand Liverpool va en finale avec un style de jeu un peu plus vertical et un peu plus agressif que la saison suivante, où ils vont la gagner, et la saison d'après où ils vont être champions d'Angleterre. Le milieu Henderson, Milner, Wijnaldum, qui était qualifié de Brexit midfield par les fans de Liverpool, expression que j'aime beaucoup, parce que c'était un peu ce truc de... Alors, j'analyse comme ça dans ma tête, mais c'est le Brexit, c'est des mecs qui sont un peu conservateurs et qui vont au charbon, et c'était un peu ça, ce milieu-là. C'est un milieu de coureurs qui allait gagner des duels, qui allait être fort sur coup de pied arrêté, comme tu l'as dit, Flo, avec Milner, qui allait être capable de quelques créations, mais qui allait surtout gagner du terrain sans ballon plus qu'avec. Et c'est vrai que là, c'était un peu la même idée avec Fabinho à la place d'Henderson. Bon, ça n'a pas suffi. Et puis le problème de ce Real-là, et ça avait déjà été un peu le cas en finale de 2018, c'est que même quand il y a une grosse pression, ils sont capables d'avoir des temps de possession assez longs, qui vont finalement couper ton temps fort. Et le Real l'a fait quelques fois. Non, il y en a une vers la 14-15e. Je sais pas si t'étais devant Dortmund ou devant Liverpool à ce moment-là, Flo. Mais où le Real a une longue phase de possession. Pas forcément verticale, mais qui vient déjà couper un peu ce truc. Et que finalement, les équipes de Guardiola contre Klopp les années précédentes n'avaient pas forcément réussi à atteindre. De toute façon, sur ce match, le Real n'a fait que ça. C'est-à-dire qu'ils se sont attachés à défendre autant qu'ils le pouvaient. Maintenant, est-ce qu'on peut qualifier de bonne défense l'équipe qui a concédé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tirs. 15 tirs au total, mais 13 dans la surface de réparation. Et après, vraiment pas loin du but. En XG, ça ne donne que 1,2 pour Liverpool. Ouais. Donc je pense que c'est des ils étaient, on va dire que les défenseurs étaient sur la trajectoire, etc. Mais en fait, c'est un petit peu défensivement un match qui est dans la lignée de la rencontre face au Barça, où certes, ça prend peu de buts et ça subit finalement pas beaucoup d'occasions, mais ça tient sans doute un peu plus des limites à la finition de l'adversaire ce jour-là que d'une excellente défense du Real qui aurait tout contrôlé lorsqu'il n'a pas le ballon. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, et c'est renforcé par aussi des situations très frustrantes, je pense, pour les Reds, où t'as vraiment un décalage qui est créé, et t'as Firmino qui rate une passe très simple vers Alexander-Arnold,
qui lui met pas dans la course, il lui met dans le dos et du coup ça ralentit tout alors qu'il y a vraiment une ouverture qui a été créée, ou bien l'inverse avec Mané qui fait la même, je crois, avec Robertson côté gauche en ratant une passe énorme, enfin une passe facile qui met dans le dos et du coup c'est du temps perdu et le Real qui peut revenir. Et c'est vrai que j'avais aussi cette impression lors du match lors du Classico, dont l'analyse est aussi sur Copa Arena, lors du Classico du week-end dernier, où le Barça, même en première mi-temps, qui tire assez peu, qui a peu d'occasions, mais ça tient plus d'une mauvaise dernière passe ou d'un mauvais dernier choix que d'un Real qui serait absolument imperméable. Alors évidemment, le Real, il lui manque quand même 3 joueurs sur 4 en défense centrale, sur ses titulaires, puisque Ramos, Varane et Carvajal, ou Vasquez, puisqu'il était devenu titulaire avec la blessure de Carvajal, n'étaient pas là. Donc forcément, ça pèse un petit peu dans la sérénité défensive. Mais ouais, il y a cette absence de contrôle où il y a un petit bémol, je pense, sur la perf défensive du Real. Par contre, c'est vrai qu'avec la balle, comme tu le dis, ils ont toujours cette capacité à éteindre un match, et c'était leur projet aujourd'hui, c'était vraiment de gérer le tempo et d'empêcher que Liverpool puisse avoir une occasion vraiment d'enflammer la rencontre et de lancer ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire des vagues d'occasion. Voilà, donc dès qu'ils en avaient l'occasion, ils tuaient un petit peu la rencontre en faisant un petit peu tourner. S'il y avait l'opportunité d'avancer, eh ben on essayait de trouver Vinicius, on essayait de trouver un peu de profondeur. Mais l'idée vraiment là, c'était de contrôler le match et de contrôler le rythme de la partie. Merci Flo pour ce petit point. J'étais en train d'essayer de trouver la comparaison entre les XG de Liverpool à la mi-temps et à la fin du match, et en gros c'est moitié-moitié. Oui. Bah après sur la deuxième mi-temps, il y a deux choses. La frustration peut venir aussi pour Liverpool de l'entrée du fait que lorsque Klopp fait son changement avec la sortie de Kabak et de Milner pour Diogo Jota et Thiago, donc on passe en 4-2-3-1, on se dit il va essayer de relancer quelque chose, et le problème c'est que il fait ça à l'heure de jeu. Alors c'était difficile aussi de le faire plus tôt, je pense, mais t'as vraiment l'impression que dans les 5-6 minutes qui suivent, certes il y a les deux nouveaux entrants et il y a un petit sursaut quand même qui accompagne ces entrées-là, mais très vite en fait tu rentres dans cette fameuse dernière demi-heure de jeu où ça va à nouveau se calmer, et dans les 20 dernières minutes il se passe quasiment plus rien, quoi. T'as 4 tirs de Liverpool dans les 10 minutes qui suivent l'entrée, avec notamment Jota d'ailleurs il me semble qu'il y en a une en angle fermé où il se met en position de tir très rapidement, beaucoup plus rapidement d'ailleurs que les titulaires, et son tir n'est pas cadré, mais dans les 20 dernières minutes tout le monde va disparaître, parce que il y a vraiment tout le monde qui plonge physiquement. Il y a plus que 3 tirs pour Liverpool, il y en a 2 pour le Real, avec une tête de Benzema qui est la deuxième grosse occasion du Real dans le match après le face-à-face de Vinicius, et mais le match est bouclé, quoi. Dans les 20 dernières minutes, tu sens que tout le monde baisse de rythme côté Liverpool et côté Real. D'ailleurs côté madrilène aussi, on sent que physiquement c'est un petit peu dur. Zidane l'a dit après le Classico, et là il a encore montré, puisque quand il fait sortir, Toni Kroos, j'ai pas l'impression que ce soit un joueur qui ait l'habitude de sortir avant le coup de sifflet final. Je pense que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de tenir 90 minutes. Et là ça fait 2 matchs d'affilée où Zidane le remplace à la 70e. Donc tu sens vraiment que les organismes sont pas mal touchés d'un côté comme de l'autre, et qu'il va falloir cravacher vraiment pour finir la saison. Merci Flo, j'étais en train de regarder les dernières rencontres de Toni Kroos, et en effet il y a ces 2 matchs là où il sort à la 72e, mais sinon généralement tu vois du 90, c'est assez rare. Comme il a tendance à jouer un peu sur le même rythme. C'est même pas le même rythme, c'est son rythme à la Toni Kroos en fait. T'as l'impression que ça change pas de rythme, et puis d'un coup il a créé une dernière décalage, mais c'est beaucoup de 90. Donc tu as bien vu, en effet. D'ailleurs, à exactement la même minute, il sort contre le Barça et contre Liverpool. Ouais, c'est vrai. Je me demandais s'il n'y a pas une gestion scientifique là du changement. Même si, après il faut s'adapter aux aléas des matchs, et tu peux pas forcément sortir les joueurs quand t'as envie de les sortir. Mais là, il sort exactement à la même minute pour être remplacé. Contre le Celta, il sort à la 71e aussi. Ça fait un mois quasiment qu'il finit presque pas de match. Il a fini le match contre Liverpool, et sinon c'est tout. Et ses 2 dernières entrées en jeu, il fait 29 minutes à chaque fois. Il y a quelque chose là. On n'a pas vu ça tu tiens un truc, Raphaël. C'est depuis les entrées de Cabaye pour Verratti qu'on n'avait pas vu une telle régularité.
Je pensais que t'allais te foutre de ma gueule et t'allais dire depuis le Da Vinci Code. Ah non, pas du Des tout. chiffres incroyables. Non, ok. On peut se projeter, je pense, après ce match sans grande péripétie sur la demi-finale qui attend le Real Madrid contre Chelsea. Chelsea qui récupère pour moi le bâton du passager clandestin que Dortmund tenait jusque-là. Parce que, alors c'est aussi parce qu'ils n'ont pas affronté des grandes équipes pendant toute la compétition. Du coup, on fait moins attention. Mais on rappelle que Chelsea s'est qualifié contre Porto. On l'a mentionné hier sans vraiment développer. On prend ça à part pour parler du but magnifique de Taremi. Mais le Chelsea de Thomas Tuchel est bien replacé en première ligue pour être dans les 4 et en demi-finale avec des champions. Pour la deuxième saison de suite pour Tuchel, du coup. Est-ce que Chelsea peut menacer le Real, Christophe? Déjà, première question. Sachant que Chelsea avait largement dominé Liverpool il y a quelques semaines de ça. Je t'avoue que je suis très curieux de voir quelle sera l'approche de Chelsea, parce que jusque-là, le là étant cette double confrontation face à Porto, t'avais globalement tout le temps le même match. Alors je mets à part la lourde défaite face à West Brom où t'es rapidement à 10 et j'ai l'impression que le système de Tuchel à Chelsea et les joueurs, etc., c'est pas du tout fait pour avoir une infériorité numérique sur les zones à occuper, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune capacité d'adaptation pour ne pas être dans le plan de départ qui est en plus relativement neuf, hein, donc je pense que tout le monde est encore un peu sur un truc très scolaire en apprentissage à réciter ses gammes et du coup la prise de liberté au sein du système est assez compliquée quand tu changes un petit peu les repères, mais jusque là c'était un truc honnêtement il n'y a même pas besoin de faire dans le cliché pour décrire les matchs de Chelsea parce qu'ils étaient tous pareils, c'est-à-dire que Chelsea avait une possession très lente, très calme, un truc qui se rapproche beaucoup plus du handball que tout ce qui a pu être dit pour certaines équipes de Guardiola, etc. Là vraiment c'était la possession où on s'installe, finalement on se fait déjà le marquage préventif et toute la prise de position pour si jamais la balle est perdue. On construit, on a du coup 70% de possession, parce que cette possession-là, comme elle est lente, du coup il y a beaucoup de temps qui se passe, l'adversaire est en bloc. On finit par arriver dans le dernier tiers, généralement ça n'aboutit à rien, mais comme on est tous très bien placés, on la récupère aussitôt, et on repart pour une longue phase assez patiente, et finalement les matchs de Chelsea, c'était ça, et t'avais quand même, 1, 2, 3, 4 occasions grand maximum, où tu arrivais à passer l'adversaire, et généralement, il y en a une qui faisait but, et donc tu as eu énormément de victoires 1-0. Alors en plus, il y avait pas mal d'adversaires qui étaient assez épanouis dans le bloc bas, donc du coup, l'un dans l'autre, les trucs se mariaient assez bien, une équipe était très contente d'avoir le ballon, l'autre était très contente de ne pas l'avoir, mais donc du coup, moi je prenais pas mal de plaisir en tant que spectateur neutre, parce que je suis content quand je comprends ce qu'on essaye de me montrer. Donc là, je voyais très bien quel était le travail fait par Chelsea pendant la semaine, quelles étaient les marges d'amélioration et quels étaient les joueurs qui pouvaient potentiellement faire la différence. Et c'était vraiment un souci de créativité dans le dernier tiers. Le souci, là où je suis plus incertain, c'est que face à Porto, Chelsea a beaucoup laissé le ballon en comparaison et qu'il y avait une vraie volonté, surtout que le score étant fait. À la fois, j'ai l'impression quand même de laisser parfois le ballon à certains joueurs, type Corona sur le deuxième but au match aller, où tu sens que tu peux provoquer l'erreur. Ça, c'est une nouvelle facette que tu n'avais pas forcément vue sur les matchs de championnat. Mais une fois le score acquis, allez-y Porto, vous qui ne savez pas si bien attaquer que ça à l'échelle de la Ligue des Champions, on vous regarde, nous on a notre défense à 3 qui du coup se mue en défense à 5 sur des phases où tu n'as pas le ballon avec Kanté devant la défense, et bon courage pour essayer de marquer. Effectivement, Porto n'a pas marqué jusqu'à la dernière seconde du retour sur une bicyclette, donc pas le truc le plus probable. Et c'est cette adaptabilité, cette capacité à faire différemment, alors c'était pas brillant, mais bon c'est qualifié quand même, qui me fait m'interroger, c'est-à-dire que je me dis, est-ce que Chelsea va faire du Chelsea de Tuchel en essayant d'avoir cette possession très calme, etc., ce que j'ai décrit, ou alors est-ce que Chelsea va avoir une approche différente, sachant que t'as un effectif tellement large, en fait, alors t'as pas des milliers de joueurs de classe mondiale, mais en fait t'as des joueurs pour tout faire, c'est-à-dire que selon que tu mettes Abraham, Giroud, Kai Havertz ou Timo Werner en pointe, t'as à la limite 4 approches différentes, en tout cas 3, même si Abraham et Giroud sont pas les mêmes, mais Giroud ça sera de la surface, Kai Havertz va décrocher, Werner va prendre la profondeur. Et en fait t'as ça pour pas mal de postes, selon que tu mettes Jorginho, que tu mettes Kanté, que tu mettes Mount, selon la hauteur de jeu où tu mets Mount, t'as la possibilité de faire pas mal de choses, et en fait je sais pas si Flo a une idée, quel est parce que puisque le Real est aussi assez difficile à lire, mais là sur une adaptation continue
mieux l'adversaire au Classico. Ils laissent le ballon. Il y a d'autres matchs face à l'Atalanta où ils étaient capables de le conserver très longtemps pour un peu tuer l'intensité de l'Atalanta. Je ne sais pas quelle est l'identité que Tourelle va identifier du côté du Real et comment est-ce qu'il va vouloir s'adapter. Parce que comme le Real est assez difficilement définissable, est-ce que tu vas te dire notre meilleure chance c'est de conserver la balle ou est-ce que tu vas te dire notre meilleure chance c'est de jouer les transitions? Et j'avoue que je suis très curieux et je pense que ça peut partir dans plein de scénarios différents. Ouais, mais je te rejoins là-dessus sur la difficulté de lire ce que vont proposer les deux équipes. Surtout par rapport à l'autre demi-finale où on a vu des choses assez tranchées quand même sur leur précédente sortie qui laissent penser à un scénario de match qui peut être chamboulé par un but rapidement marqué ou un autre fait de jeu, mais c'est vrai que sur ce match-là, en fait, Chelsea a l'air tellement capable de tuer un match, et le Real aussi, qu'ils aient la balle ou pas, que je pense que l'idée de découvrir ce que vont préparer Zidane et Tuchel d'un côté comme de l'autre peut intriguer, mais j'ai très peur qu'au bout du compte, le match en lui-même soit très très difficile à suivre et sans doute un petit peu ennuyeux. Parce que le Real peut éteindre un match et se dire bon bah de toute façon on n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer avec Benzema, on a de la qualité sur coup de pied arrêté parce que d'ici là j'imagine qu'ils ont récupéré Sergio Ramos par exemple pour s'imposer dans la surface adverse, et du coup le Real peut se dire bah on va garder la balle et essayer de faire 1-0 1-0, et le Real est tout à fait capable de faire ça. Et en face Chelsea, si le Real décide de garder la balle, ils peuvent aussi se dire on va attendre et on va éviter par exemple de leur offrir de la profondeur en allant les chercher haut, en risquant d'être pris dans le dos par les appels par exemple de Vinicius. Donc il y a d'un côté comme de l'autre le match aller est une grande inconnue. Le match retour sera sans doute dicté évidemment par ce qui se sera passé à l'aller. D'ailleurs je sais pas où se déroule l'aller, si c'est d'abord à Madrid ou d'abord à Chelsea. Enfin en même temps ce sera pas à Chelsea puisque les clubs anglais reçoivent à l'extérieur désormais. Mais ce sera à Chelsea en théorie. Donc Chelsea domicile, mais j'imagine que ce ne sera pas à Séville puisque ce serait un avantage pour le Real qui serait tout prêt. Enfin tout prêt. Oui, je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas Budapest peut-être. Ouais, peut-être, ouais. On verra, mais c'est vrai que j'ai très peur que le match s'enferme oppose deux équipes qui proposent pas grand-chose et qui soient dans une approche très minimaliste, parce que le Real et Chelsea ont réussi pas mal de choses avec cette approche-là sur les dernières semaines. Donc très intrigué aussi par ce qui peut se passer, mais très inquiet aussi par ce qui peut se passer en fait. Voilà, à la fois. Moi j'ai une question qui est un peu plus simple et peut-être moins poussée que vos interrogations, mais c'est quand vont atteindre leur seuil de compétence Azpilicueta, Christensen et Rudiger qui jouent ensemble. Et Zouma aussi. Parce que, alors c'est pas forcément la Ligue des Champions où ça sanctionne le plus, parce que Militao et Nacho ont bien tenu, par exemple. Kabak et Phillips ont finalement pas été ridicules sur 180 minutes, mais quand ils l'ont été, ça a coûté cher. Et puis Danilo a fait un grand match contre le Bayern. Alors moi j'ai juste une petite déception par rapport à ça, c'est que a priori, c'est même pas a priori, c'est que Rudiger joue axe gauche, et donc on pourra pas avoir de duel Rudiger-Vinicius. J'étais assez intrigué et assez pressé à l'idée de voir ce duel sur les longs ballons. Rudiger-Benzema, ça peut être sympa, même si Benzema penche à gauche aussi, donc ça va être du Rudiger-Asensio en fait. Oui, non, mais c'est moins rigolo. Non, mais je veux dire, Rudiger-Vinicius, il y aurait eu pas mal de 1 contre 1, je pense, en imaginant que le Real cherche la profondeur avec Vinicius. Donc, faudra se contenter des duels avec Aspi, mais il y avait de quoi faire un combat de catch. Un peu déséquilibré, mais il y avait de quoi faire quelque chose. Disons, je pense que Vinicius aurait fait des sacrés détours pour vraiment bien contourner Rudiger. Parce que si tu le contournes d'un peu trop proche, c'est embêtant, quoi. Tu peux terminer dans les pubs pour les chips Lay's qu'il y a au bord du terrain. Par contre, dans le Rudiger, c'est très bon catcheur théorique, quand même, Flo. Oui, très très bon. Peut-être même pas théorique, pour le coup. Par contre, il y a aussi il y a 2 duels intéressants à distance cette fois. Au milieu de terrain, c'est quand même Casemiro d'un côté et Kanté de l'autre, qui sont les 2 experts pour couper les transitions adverses en général, dans des styles assez différents. Et le duel
Alors c'est pas forcément un duel, mais Modric-Kovacic. Moi, Kovacic m'avait impressionné sur le dernier match que j'avais vu de Chelsea, pardon. Et je crois que c'était face à Liverpool, il me semble. Même si je me trompe peut-être. Mais je l'avais trouvé excellent. Non, c'était face à l'Atlético justement, lorsque Chelsea s'impose. Et il me tarde de le voir un petit peu face au maître, quoi. Tu peux même pousser sur Kroos-Jorginho, hein, finalement. Il y a 3 profils de milieu, pas spécialistes, mais qui finalement ont des rôles un peu similaires, chacun dans leur équipe. Même si à Chelsea, il y en aura que 2, quoi. Ouais, que 2 des 3. Mais là, Jorginho était titulaire avec Kanté. Donc. Mais ça tourne tellement souvent, il y a pas de... Enfin, il y a tellement pas d'équipe type en fait que les 3 quarts des postes, ça peut changer. Je suis sûr que même Tourelle peut décider 1 heure avant. Donc, c'est vrai que j'oubliais Thiago Silva en plus, qui a joué contre Porto hier. C'est vrai que ça pourrait faire de sacrés retrouvailles en finale de Ligue des Champions, oui, c'est sûr. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il était encore blessé ou suspendu ou quelque chose. La force de l'habitude. non, mais ça fait 15 jours qu'il est revenu. Il avait pris rouge contre West Brom pour son retour de blessure. Il avait joué 10 minutes à l'aller contre Porto. Peut-être pas sûr d'être titulaire en fait, finalement. Parce que Christensen avait été plutôt bien dans l'intérim. Mais bon, c'est pas non plus Thiago Silva. J'ai un petit... Je sais pas si c'est pas un quiz, c'est plus un test. Alors que je suis en train de jauger ce que va faire mon chien pour savoir s'il va me manger ou si je vais devoir interrompre cet épisode. Bon. J'ai les prédictions statistiques de 538. J'allais dire nos amis, mais ils savent même pas qu'on existe. Les gens de 538 qui font des prédictions un peu dans tous les domaines d'ailleurs, hein. Ils font des prédictions politiques aussi. Ça avait fait grand bruit d'ailleurs lors de l'élection de Trump il y a quelques années de ça, parce que ils étaient très... ils n'étaient pas pro Hillary Clinton, mais ils avaient annoncé que c'était bon, que c'était fait, que c'était réglé, et puis finalement Trump a gagné. Donc voilà, c'est pas un peu pour raconter l'historique de ce site qui est vraiment spécialisé dans ces algorithmes stats là, et ils ont les stats pour le dernier carré. Alors selon vous, enfin selon 538, il y a une équipe qui est largement favorite. Est-ce que vous êtes capable de la deviner? Pour la victoire finale? Oui. Pour la victoire finale et même pour l'idée de se qualifier en finale déjà. Le Real du coup? Ouais, je pense, ouais. Non, c'est Manchester City. Mais j'en étais sûr. Si t'avais pas dit ça, j'allais dire City, parce que j'ai l'impression qu'ils sont ultra biaisés sur City, parce qu'ils survalorisent la première ligue. À fond, et parce qu'aussi je pense que vu que City a quand même un énorme écart entre ses occasions créées et ses occasions concédées en général, ils sont vachement valorisés par ces modèles-là. Ils ont 81% de chances d'aller en finale, selon et 54% de remporter la finale. Ouais, bah, écoute. Ce que je trouve pas crédible en fait. Surtout que 80% d'aller en finale en fait. S'ils se qualifient, à la limite, je me dis oui. C'est peut-être la meilleure équipe, mais... Moi, je me dis non, je pense qu'ils se font défoncer par le Real en finale. Ok. Qu'ils prennent un triplé de Vinicius. Et du côté du Real Chelsea, par contre, est-ce que vous pouvez me donner, selon vous et selon 538, de quel côté ça penche? 65-35 Real. Je pense que ça penche côté Real, ouais. Après, je saurais pas dire combien. 53 pour le Real, 47 pour Chelsea. Et tu vois, ce que je disais, leur tropisme Première Ligue, il est totalement abusé. Bon après, c'est depuis 2-3 ans, le tropisme Première Ligue se vérifie aussi en Ligue des Champions, donc on verra, mais je comprends ce que tu veux dire, Christophe. Le Real 20% de chances de remporter la finale, Chelsea 17%. Le PSG a 19% de chances d'aller en finale. Je précise que c'est pas nous qui le disons. 19% de chances d'aller en finale et 8% de chances de remporter la finale. Mais après, tous les ans, ils mettent City largement favori, et tous les ans, City se faisait éliminer jusque-là avant les demi-finales. Donc, et pour donner l'info, parce que tant qu'on y est, lors du tour précédent, le Real avait 50% de chances de passer contre Liverpool, selon le même modèle, et le Bayern avait 66% de chances de passer contre le PSG, tandis que Chelsea avait 84% de chances de passer contre Porto, et City avait 80% de chances de passer contre Dortmund. Donc ça veut dire que pour eux, Dortmund et City, Paris, c'est pareil. Dortmund et Paris ont autant de chances d'éliminer Manchester City. Il y a peut-être un problème sur la prise en compte des individualités de classe mondiale dans ce modèle. Et sur la variance des performances aussi. Parce que je pense que vu qu'ils considèrent les performances du PSG en championnat, en effet, c'est pas une équipe que tu considères comme crédible pour remporter la Ligue des Champions. Mais comme c'est pas du tout la même équipe dans l'ensemble, du coup ça fausse un peu ces genres de modèles. Mais bon, c'est évidemment le problème de ces modèles qui finalement ont raison de s'appuyer sur le long terme, mais où c'est pas forcément vérifié en Ligue des Champions. Là, par exemple, leur modèle disait que les meilleures équipes en Europe c'était City, Barcelone, Bayern et Liverpool, et il en reste qu'une seule en demi-finale. Donc
bon, ça prend pas forcément en compte tout. Voilà pour ce petit modèle stats. On va pouvoir passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris avec PMU.fr où Florent a passé un cap. Maintenant, il envoie systématiquement ses paris sous la même forme que Christophe. Une forme visuelle que je m'occupe de retranscrire pour vous embêter et finalement gâcher votre travail de préparation. Florent, tu nous emmènes en Angleterre. Oui. Christophe en a marre du tropisme anglais de 538, donc il veut pas nous parler de Premier League. Par contre, toi, tu as 2 matchs à nous proposer. D'abord, Leeds-Liverpool. Oui, d'abord Leeds-Liverpool qui avait été un des matchs les plus fun de cette saison, le match aller. Dans mon souvenir, c'était première journée de championnat, et ça s'est fini à 4-3 Liverpool, il me semble. Si je me souviens bien, et en étant en train de meubler, je suis en train de retrouver non, mais je crois match. Que c'est ça. Après, je le confonds peut-être avec le Liverpool-Norwich de la saison précédente, qui était un peu dans la même idée. Non, c'était ça, ouais. 4-3 avec Liverpool qui domine largement aux XG, mais Leeds qui, avec 0,27 expected goals produit, réussit à marquer 3 buts. Et le meilleur match de la carrière de Jack Harrison. Oui, qui met un but exceptionnel sur une ouverture, je crois, de Calvin Phillips. Mais bref, tout ça pour dire. Donc, ce Leeds-Liverpool qui a lieu lundi prochain, si vous voulez être devant votre télé, ça peut être un match sympathique. Mais c'est vrai que Leeds est quand même plutôt pas mal sur les dernières semaines. Alors, il y a cette victoire complètement folle face à Manchester City. Là aussi avec très peu d'expected goals, mais de la réussite, hein, mais un peu de réussite, on va pas se le cacher. Victoire 2-1 à City, ils avaient réussi à faire 0-0 contre Chelsea, ils avaient ensuite battu Fulham et Sheffield United qui étaient non plus 2 concurrents, mais deux équipes qui sont à la lutte pour le maintien, voire même qui vont descendre sans doute pour Sheffield. Et là, ils jouent Liverpool qui sort d'un match donc face au Real Madrid où dès l'heure de jeu ils ont montré qu'ils avaient quelques difficultés, et j'ai l'impression dans les matchs de Leeds que Leeds est une équipe beaucoup moins fatiguée que d'autres, et peut-être que Manchester City, peut-être que Sheffield, peut-être que Fulham, peut-être que Chelsea, du fait du nombre plus faible évidemment de matchs joués depuis le début de la saison, et du fait que Bielsa a généralement réussi généralement à faire en sorte que ces équipes répondent présents physiquement et ne baissent pas forcément de pied sur le plan de l'intensité. Et des courses réalisées, ils peuvent perdre en lucidité dans d'autres domaines, mais généralement ce sont des joueurs qui s'arrêtent assez rarement de courir. Et je me dis que à la maison, face à Liverpool, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent continuer leur série positive, alors qu'ils ont quand même une fin de championnat compliquée, puisqu'ils vont affronter aussi Manchester United et Tottenham. Donc pourquoi pas continuer cette belle série face à une équipe de Liverpool qui certes a besoin de points pour la course au top 4, mais je pense que face à Leeds, ça sera pas forcément les points les plus simples à aller chercher. Et du coup, je joue la victoire de Leeds remboursée en cas d'égalité. C'est coté à 2,85. Et donc c'est pour ce match qui se jouera lundi soir à 21h. Profitons de parler de la première ligne pour préciser quand même que City est alors ils sont en demi-finale de Coupe d'Angleterre, ils sont en finale de Coupe de la Ligue anglaise, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions, et ils sont quasiment champions d'Angleterre. Donc ils sont à 5-6 matchs d'un quadruplé. Ouais. 2 finales les demi-finales aller-retour, la demi-finale de Coupe d'Angleterre, la finale de Coupe d'Angleterre, la finale de Coupe de la Ligue anglaise. Ouais, ils sont à 5 matchs, plus la finale, donc 6, de faire un quadruplé. Et j'ai l'impression qu'en fait, vu que cette saison est un peu particulière, on s'en rend pas bien compte. Alors ça peut s'écrouler sur tout, hein, sauf la Première Ligue. Tu peux finir avec un seul titre. Mais déjà d'être arrivé là à ce moment-là de la saison, leur effectif aide évidemment, mais il y a aussi quand même quelque chose de pas mal dans cet accomplissement. Ton deuxième pari, Flo, c'est Chelsea-Brighton. Ouais, Chelsea-Brighton, c'est je crois samedi ou dimanche, je sais pas, c'est dans le week-end ce match entre. Déjà, qui va gagner les XG? Ouais, c'est ça. Sachant qu'aux expected points, ouais, Chelsea est 2e du classement, tandis que Brighton est 5e. Et surtout, Chelsea 2e meilleure défense, et Brighton sur le papier 3e meilleure défense du championnat. Et 7 ou 8e meilleure attaque, je crois. Alors que Chelsea est aussi sur le podium en attaque. Non, l'idée c'est de partir sur une victoire de Chelsea, et une victoire sans encaisser de but, en me disant que ils vont réussir un petit peu à refermer les vannes après le match fou contre West Brom et le but encaissé contre
face à Crystal Palace, même si c'est un but encaissé alors qu'ils avaient déjà fait pas mal de différence. Ils menaient 3-0 quand ils encaissent ce but un peu après l'heure de jeu, but signé d'un ancien grand ami de Raphaël, Christian Benteke. Donc voilà, l'idée c'est d'imaginer que Chelsea réussit à refermer tout ça et à s'imposer dans ce match et à prendre des points, parce qu'eux aussi ils sont en train de cravacher pour essayer d'arracher le top 4. Et en face, une équipe de Brighton qui ne déméritera pas, mais qui se heurtera une nouvelle fois aux expected goals et à sa maladresse. Eux qui ont 13 buts de retard en termes de buts marqués par rapport au modèle, sur Understat en tout cas. Et donc voilà, victoire de Chelsea sans encaisser, et la cote, je la retrouve parce que elle est pas loin, elle est à 2,30. Voilà. Merci Flo pour tes 2 paris anglais. Christophe, lui, va nous parler de Ligue Europa, puisque c'est vrai qu'on n'en parle plus depuis que les clubs français n'y figurent plus. Mais il y a eu un tour de Ligue Europa la semaine précédente, enfin un match aller plutôt des quarts de finale, et là il y a des matchs retour, notamment entre l'AS Roma et l'Ajax, Christophe. Absolument, mon cher Raphaël. Match qui était assez détonnant, assez étonnant, puisque la Roma l'a emporté 2-1 sur la pelouse de l'Ajax. Alors, je pense sincèrement que, de manière générale, la suspension de Onana dans les buts, parce que notre ami le 3e gardien, puisqu'en plus Stekelenburg, je crois, blessé, il n'était pas là sur ce match, donc la suspension pour prise de produits dopants de la part de Onana t'emmène avec l'ami Srerpen, que j'avais vu justement il y a quelques jours, une dizaine de jours sur l'Euro Espoir, où c'était le gardien des Pays-Bas, où je l'ai pas trouvé mauvais. Pour un mec qui fait plus de 2 mètres, je l'avais trouvé assez habile, etc. Et là, sur ce match, je crois qu'il a 2,04 m, donc je vois assez impressionnant. Et sur ce match, il coûte un but sur une vraie bourde, on va dire, le but de l'égalisation de la Roma. Et je pense qu'entre l'absence d'Onana sur suspension et la non-qualification d'Haller pour oubli administratif, l'Ajax va vraiment pouvoir se les bouffer, parce que j'ai l'impression que, vu le plateau, etc., je pense que l'Ajax, avec ces joueurs-là, un peu de réussite, aurait pas été loin de la victoire, en tout cas aurait été un vrai prétendant à cette victoire pour concurrencer Manchester, qui a, je pense, d'assez loin le plus gros effectif des équipes encore en lice. Mais malgré ces 2 joueurs dans les 2 surfaces qui n'étaient pas là, l'Ajax a bien dominé ce match, a raté beaucoup d'occasions, a mené au score et a concédé l'égalisation, donc je disais, sur une erreur, et puis le but du 2-1 pour la Roma à l'extérieur sur un corner, une frappe très puissante d'Ibanez, le Brésilien, Roger Ibanez en toute fin de match, Brobé en a raté, qui était rentré en jeu, enfin bref, il y a eu beaucoup de déchets, il y a eu un penalty du 2-0 raté par Dusan Tadic, tout ça pour dire que j'ai trouvé l'Ajax vraiment au-dessus de la Roma, et que du coup, j'ai pas de raison finalement de douter de cette équipe de l'Ajax et de me dire que le fait d'être à l'extérieur va totalement changer les choses. Donc je suis sur un retour à la normale, entre guillemets, si la physionomie est la même. Une victoire de l'Ajax à l'extérieur, c'était à 2,30, l'Ajax qui avait été meilleur sur la pelouse de Lille qu'à domicile, donc en plus, je vais pas dire qu'il y a un historique, mais c'est déjà arrivé que cette équipe puisse largement performer à l'extérieur. Et voilà, c'est Anthony, dont on parlera un jour, peut-être pas cette saison je pense, en tout cas pas tout de suite, mais qui, à mon avis, a beaucoup plus de talent que David Neres et peut être un joueur intéressant du football européen dans quelques temps. Les Tadic, les Gravenberch, tout ça, David Klaassen, toujours très offensif depuis sa position au milieu de terrain. Ça me hype plus que Dzeko, Pedro dans le camp d'en face. Donc, et surtout que je pense que Paul Lopez a des chances de refaire une bourde, lui qui a sorti de ce péno au match aller. Donc l'Ajax étant pour moi meilleur, je pense que l'Ajax peut à la fois gagner et même se qualifier. Je vois pas forcément un 0, j'imagine très bien une possible qualification, 3-1 ou quelque chose comme ça. En tout cas, si la Roma ne hausse pas son niveau de jeu et que l'Ajax est au même niveau, je pense que l'Ajax a toutes ses chances pour gagner ce match retour. Donc un pari à plus de 2, une cote à plus de 2, 2,30. C'est plutôt intéressant, sachant que la cote de la Roma est plus élevée, je crois que c'est 2,90 de tête, ce qui confirme que les bookies sont assez d'accord avec moi sur le fait que la Roma soit malgré tout favorite à l'extérieur. L'Ajax, favorite à l'extérieur.
T'étais parfait, et là, ce petit lapsus à la fin, c'est dommage, Christophe. Ouais, tu vas essayer de c'est faire dommage. mieux sur Slavia Prague Arsenal, où tu nous proposes un happy bet. Ah, j'ai vu que... D'accord, tu as vu que c'était un happy bet. Effectivement, c'est un happy bet. La cote est à 3. Est-ce que tu peux expliquer le concept du happy bet? Alors déjà, je vais te dire que... en fait, l'happy bet, c'est des paris un peu... Enfin, je connais pas le concept, j'ai pas vu la définition autre, mais c'est des paris un peu fourre-tout. T'as parfois, machin va marquer de la tête. C'est des combinés, mais un peu freestyle. C'est-à-dire, c'est pas juste buteur ou autre, c'est genre, il y en avait un. En fait, pour tout dire, j'hésitais à partir sur une cote à 100. Je regardais un petit peu tous les paris à cote à 100, mais c'était genre le Slavia gagnait que 3 buts d'écart et machin marque, ou le machin marque en première période et plus de 2,5 buts en première période. Enfin voilà, c'était des trucs que je me sentais pas de le défendre en fait. Au-delà du délire sur la cote à 100, je voyais pas la pertinence du truc. Mais donc voilà, ce sont des choses qui combinent un peu plusieurs paris et qui te donnent la possibilité d'être happy si tu les réussis. Mon happy bet à coté à 3, ce qui est intéressant, ce qui est pas immense mais qui est pas mal, c'est que c'est débuteur de Prague en fait, c'est deux possibilités finalement, je coche deux cases. C'est soit le but de Sima, soit le but de Stanciu, donc c'est coté à 3, donc ce qui veut dire que l'un des deux joueurs du Slavia va marquer. Face à Arsenal où il y a pas mal d'incertitudes, Tierney, Louise je crois ne sont pas là. Sur l'autre côté du terrain, l'ami Aubameyang et Odegaard sont incertains. Donc de base j'ai tendance à penser que le Slavia passera s'ils font un match moins mauvais qu'à l'aller, puisqu'il y a un partout. Alors l'Arsenal rate des trucs, mais le Slavia est vraiment pas bon et réussit à faire un match nul à l'extérieur, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc retour à domicile, et simplement pourquoi ces deux joueurs-là? Parce que ce sont les deux, je sais pas si c'est les deux plus gros talents, mais en tout cas c'est les deux plus gros réalisateurs de ce club. En championnat, l'ami Sima, le Sénégalais, l'ancien d'Evian, en R2 je crois, est à 11 buts en 18 matchs, et en Ligue Europa, il est à 4 buts en 11 matchs, donc il est sur, si tu cumules un but tous les deux matchs. Et l'ami Stanciu, qui lui est beaucoup plus référencé, il a joué plusieurs fois la Ligue des Champions avec Bucarest, il a joué à Anderlecht, il a joué au Sparta, il a fait un petit passage par l'Arabie Saoudite. Stanciu a marqué 3 buts en 9 matchs de Ligue Europa, et il a également marqué 10 buts en 24 matchs de championnat. Donc là aussi, rythme très intéressant pour le meneur roumain qui a une vraie patte sur coup de pied arrêté, ce qui est assez intéressant, et qui est surtout sur une plutôt bonne série, puisqu'il marque à la fois il marque sur les deux matchs face aux Rangers, à l'aller comme au retour sur la qualification au tour précédent. Donc très bon tireur de coups francs notamment. Sima étant plutôt un joueur de profondeur, à l'aise dans la surface, mais voilà, c'est plus de la vitesse de course, la capacité à vraiment bien se projeter. Donc les deux en fait peuvent marquer, j'ai l'impression de couvrir plusieurs situations quoi. L'un qui te mettra un coup franc, un penalty, quelque chose comme ça, une frappe un peu lointaine grâce à son pied soyeux, et l'ami Sima qui pourra jouer une transition, parce que je pense qu'Arsenal, qui est éliminé au coup d'envoi, va quand même être plutôt dans l'idée d'attaquer, et donc du coup pourrait laisser des espaces assez tôt dans le match à l'ami Sima, qui est l'une des révélations de cette saison. Ouais, merci Christophe pour ces deux paris. C'est vrai que Sima, vu qu'on parle très peu finalement de Ligue Europa, on n'a pas évoqué son parcours, mais bon, il y a pas mal d'articles qui sont sortis sur lui, je vous conseille de taper son nom et de lire un peu, c'est assez curieux comme parcours. Et ça montre que tu peux percer un peu à tout moment et de n'importe quelle façon dans le foot. C'est un sport où les voies sont très, très nombreuses et multiples. Et sachant qu'il est annoncé à moitié pour la saison prochaine, enfin Leicester et compagnie sont très intéressés, donc je pense qu'on va assez vite entendre parler de lui. Je pense pas qu'il fera une chèque Tozun ou autre. À mon avis, il aura du temps de jeu dans un bon club, même s'il signe dans un bon club l'an prochain. On verra ça. Et en attendant, s'il y avait des paris sur le nombre de kilomètres parcourus par le Slavia, peut-être que tu serais allé dessus, Christophe. Absolument, même si ça court un petit peu moins que la saison dernière, il n'y a plus Souček, il n'y a plus Koufal le latéral, mais c'est vrai que ça continue à beaucoup courir. Les joueurs du Slavia ont une certaine idée du foot qui repose beaucoup sur les efforts. Ouais, j'espère que dans 50 ans, on découvrira pas qu'ils avaient le même régime que l'Allemagne 54. Toujours ce truc-là dans le foot quand il y a des grosses performances physiques, de se dire est-ce que c'est pour les bonnes ou des mauvaises raisons. Merci messieurs, on se retrouve quand, Flo, parce que là on a 2 semaines de répit avant les prochains matchs de Ligue des Champions. Quelque part la semaine prochaine.
On verra. Pour l'instant, on sait pas. On sent l'homme qui a envie de se coucher. J'allais proposer le programme du week-end, mais bon, tant pis, puisque tu veux partir, tu veux laisser nos auditeurs seuls. Ah, il y a la finale de la Coupe du Roi. Voilà. Je vous dirais juste qu'il y a ça. Peut-être, mais bon, on parle tout le temps du Barça. Donc... Non, oui, pas de gros match ce week-end, pas de choc dans mon souvenir. Le prochain choc en Ligue 1, je crois que c'est Lyon-Lille et c'est le week-end d'après, il me semble. Ouais. Il y a un Bordeaux-Monaco. Merveilleux. Merci Flo. Merci Christophe. À bientôt. Ciao. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.